Mercredi 9 décembre 2015, c'est l'année 2015 qui est en train ainsi de tirer sa révérence. Et nous sommes aujourd'hui au 9e jour, encore quelques quinzaines de jours, et on ne parlera plus de 2015, on parlera désormais de 2016. Ce qui nous amène donc à faire progressivement l'état des lieux. Mais avant d'arriver à ce niveau, nous proposons ce matin à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et à nos internautes un tour sur les affaires des incendies, ou l'affaire des incendies des marchés de Lomé et Kara. 2 dates à retenir, la nuit du 9 au 10 janvier 2013 à Kara et la nuit du 11 au 12 janvier 2013 à Lomé. Et entre-temps, les sinistrés se sont constitués en association dénommée Association des sinistrés des marchés du Togo. On chiffre les pertes à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. À ce jour, on déplore également des pertes en vies humaines et beaucoup de déprimés. Nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités. Nous revenons donc replanter le décor par rapport aux élections locales dans notre pays et donc à la décentralisation. Donc nous posons la problématique des élections locales et de la décentralisation dans notre cher pays, le Togo. Nous irons tout droit au Burkina Faso, donc jumeler les deux pays, Burkina-Togo, puisque depuis quelques jours, l'opinion verse dans une sorte de comparaison, même si ce n'est pas raison. Il s'agit donc de 2 hommes, Marc Christian Kaboré, qui est l'heureux élu au Burkina Faso, qui a pratiquement partagé le même parcours politique que cet homme qui est patriote, qui est togolais. Il s'appelle Gabriel Mensa Adboyome Kodjo, qui également a eu un parcours similaire, mais l'interrogation s'apporte sur le pourquoi Marc Kaboré a réussi là où d'aucuns estiment que Adboyome Kodjo a échoué. Voilà donc un peu les sujets autour desquels nous concentrons nos échanges ce matin autour de ce plateau avec moi, Ildefonse Akpaki. Il est le responsable donc sur place ici au Togo de l'agence togovision.com. Bonjour. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est toujours un plaisir d'être entouré des grands frères. Plaisir partagé. Voilà. Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Il est toujours là. Bonjour. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, nous disons également bonjour à toutes les populations togolaises, celles de 56 600 km², peut-être moins parce que l'érosion côtière est en train de faire chuter un peu le kilométrage de notre cher pays, le Togo, la superficie. Donc, bonjour à tous les Togolais de la diaspora, bonjour également à toutes ces dames, à tous ces messieurs qui n'ont pas encore fini d'essuyer leurs larmes quant à ce qu'il est des incendies des marchés de Lomé et Kara. Bonjour à toutes les bonnes volontés qui nous soutiennent moralement, financièrement, qui savent que nous avons besoin de soutien pour évoluer. Bonjour à vous, messieurs et dames, sans nommer qui que ce soit, vous vous connaissez très très bien. Sachez que dans cette vie, si vous faites le bien, vous le faites pour vous. Et si vous faites le mal, c'est pour vous que vous le faites. Mais le bien est conseillé parce qu'il vous garantit de meilleurs jours à Dieu sur la terre, en l'occurrence sur la terre de nos aïeux. Bonjour donc à tous les niveaux. Rapidement, nous posons la problématique des élections locales et donc de la décentralisation dans notre cher pays, le Togo. Depuis quelques mois, les entre-griffes exactions perpétrées par certains nommés locaux renvoient donc l'ascenseur et le 20 novembre dernier, la délégation de l'Union européenne au Togo, par la voix de son premier dirigeant, Martinez, qu'est-ce que je dis, Nicolas Bernard Martinez, a laissé entendre que le moment est venu, je le cite, nous sommes convaincus que le moment est venu pour relancer les chantiers des réformes politiques et de la décentralisation. Fin de citation. Alors Ibrahim Acha, aujourd'hui, est-ce que les chantiers des réformes peuvent être réouverts ou autrement dit sont encore d'actualité au Togo? Bon, il faut dire que après la présidentielle de 2015, les acteurs politiques semblaient être en hibernation parce qu'on ne sentait plus une action d'envergure portant sur des thématiques citoyennes de leur part. Mais depuis ce temps, à part les quelques sorties médiatiques pour revendiquer une supposée victoire ou bien pour surfer sur
certaines actions, ou bien disons, sur certains problèmes qui sont posés dans la gestion de notre pays. Il n'y a pas eu quand même un débat aussi houleux, un débat aussi franc sur la question des réformes dans notre pays. On a l'impression que les politiciens togolais ne pensent qu'aux élections, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel. En dehors de ça, bon, le reste n'est pas quand même quelque chose qui puisse véritablement les amener à engager des discussions franches pour pouvoir trouver une solution à cette question d'élection locale qui se pose dans notre pays. C'est vrai que nous avons aussi constaté que certains acteurs politiques, notamment de l'opposition, ont à un moment donné semblé ramener ce sujet en tout cas au goût du jour, mais le constat que moi j'ai fait, c'est que c'était en tout cas ils avaient soulevé ce problème du bout des lèvres, ce n'était pas avec une certaine sincérité, en ce que aussitôt après avoir évoqué le problème, ils sont retournés dans leur état-major sans toutefois continuer par travailler, sans toutefois continuer par engager une pression aussi vigoureuse pour faire bouger les lignes au niveau du gouvernement. Mais lorsque vous êtes là, et je l'ai toujours rappelé ici, quand l'opposition ne veut pas jouer pleinement son rôle, ne pensez pas que ceux qui sont au pouvoir vont se lever et poser des actes qui aillent dans le sens voulu par l'opposition. Je pense que quand on est de l'opposition, on doit savoir ce qu'on cherche et aussi mettre les moyens de son côté pour pouvoir aller vers l'idéal qu'on se fixe. Vous savez que quand vous prenez tous les partis politiques de l'opposition, c'est la démocratie, l'enracinement de la démocratie, c'est le développement du pays, c'est bien beau. Mais quels sont les moyens dont ils se dotent pour pouvoir aller vers cet état idéal que nous tous nous voulons pour notre pays? Je pense que la question se pose à ce niveau. Mais quand vous revenez au niveau du gouvernement, il y a des actions qui sont menées dans le cadre du programme de société du chef de l'État. C'est-à-dire que vous savez que non, je veux parler d'abord du projet de société du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Oui, mais où le projet de société prend en compte le volet social. Voilà, ça prend en compte le volet social, mais ce mandat n'est pas, disons, le programme de société de M. Faure Gnassingbé. Moi, je l'ai lu et nous avons eu aussi à assister à des meetings où les dignitaires du régime ont eu à décliner tous les axes que comportait ce programme de société. Et au niveau de ces axes, il y a le volet social qui prend une part importante, mais il y a aussi la question politique qui revient, parce que quand j'ai suivi un peu le Premier ministre Komi Klassou à l'hémicycle, lorsqu'il présentait la politique générale du gouvernement, il a parlé des réformes, de la question des réformes qui devaient revenir. Et M. Solitoki aussi a fait une tournée naissant. M. Payadou Aboubessi, qui est le ministre de l'administration territoriale, a fait une tournée tout récemment dans presque toutes les communes. Si je peux en tout cas les appeler comme ça, il peut les appeler comme ça, du Togo, où il a eu la rencontre avec les délégations spéciales, il a eu la rencontre avec les préfets, la chefferie locale, pour reparler de la question des réformes et surtout de la nécessité d'aller vers une gestion beaucoup plus participative au niveau des communes, au niveau des villes de notre pays. Je vois que c'est des chantiers qui sont en train d'être ouverts pour aller progressivement vers la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles et éventuellement vers la décentralisation, donc les élections locales. Vers les élections locales. Donc il y a une volonté politique, mais elle est dormante. Elle est dormante. Voilà, très bien. Il faut le préciser. Au cours de la dernière année du deuxième quinquennat de Faure Gnassingbé Gnassingbé, président de la République togolaise, des initiatives ont été prises tant du côté du gouvernement que de celui de l'opposition parlementaire pour opérer les réformes. On a parlé donc des dialogues Togo Télécom, on a parlé du projet de gouvernement envoyé à l'Assemblée nationale et rejeté donc par cette dernière. On a parlé également de l'initiative des députés Car Adi et qui n'a pas finalement abouti. Et dès lors, depuis le lendemain du scrutin présidentiel du 25 avril, on semble comprendre que les chantiers des réformes sont fermés.
Je voudrais, avant d'aborder ce sujet, saluer mon ami Ibrahim, que je n'ai plus vu, ça fait un bon moment. Et si vous permettez juste une précision à ceux qui nous suivent, que ce n'est pas moi qui constate que les chantiers sont fermés, mais je m'en tiens à la citation de Nicolas Berlanga Martinez, président de la délégation de l'Union européenne au Togo, qui a dit « Nous sommes convaincus que le moment est venu pour relancer les chantiers des réformes politiques et de la décentralisation. » Monsieur le président de la délégation de l'Union européenne, M. Berlanga, n'a pas tort en déclarant ce qu'il a déclaré il y a quelques mois. Juste le 20 novembre dernier. Je voudrais, quelques semaines plus tôt, je voudrais relever dans ce que le confrère Ibrahim a dit tout à l'heure, un certain nombre de points. Parce que il me semble que tout le tort a été jeté sur l'opposition, qui en fait ne vise que le fauteuil présidentiel, si j'en tiens à ses propos, et qui ne fait rien pour que les élections locales se fassent. Les premiers responsables de la fermeture, de la mise en œuvre des réformes ne sont pas les responsables de l'opposition, mais plutôt ceux qui ont capté le pouvoir par la force et qui l'exercent comme bon leur semble. Mais peut-être un rafraîchissement, vous vous souvenez qu'avant qu'on ne parle plus définitivement de ces réformes jusqu'à ce jour, jusqu'au 20 novembre où l'Union européenne fasse le choix de relancer les débats, les responsabilités ont été rejetées de part et d'autre entre d'une part l'ANC et d'autre part UNIR, donc au niveau des deux groupes parlementaires. J'ai expliqué sur votre plateau ici que la démarche parlementaire qui devait normalement consister pour que le peuple togolais soit situé par rapport à l'échec de la mise en œuvre de ces réformes, si cette démarche parlementaire a été suivie à la lettre, on ne dira pas aujourd'hui que c'est l'opposition qui a refusé. Parce que je l'ai démontré et je ne reviens plus là-dessus. Alors, maintenant, quand j'indexe les premiers responsables du pouvoir, tout ce que j'ai pu remarquer dans leur réaction, dans leur comportement, dans leur attitude, se résume au manque de volonté politique, à la fuite en avant, à la démagogie, à la malhonnêteté politique, au verrouillage des institutions, parce que justement, quand vous prenez tous ceux qui nous promettent la mise en œuvre des réformes, commençant par les menus fretins, les ministres. Vous avez parlé tout à l'heure du Premier ministre qui a déclaré que les réformes seront faites. Mais bien avant lui, celui qui est parti et lui a légué le fauteuil de la primature, l'avait dit, mais ça ne s'est pas concrétisé. Il y a eu des dialogues sous... Maintenant, qu'est-ce que ces dialogues ont donné, sinon la fuite en avant? Maintenant, prenant au mot le chef de l'État lui-même, il déclarait dans ses vœux en 2012 ceci: mes chers compatriotes, comme chacun le sait déjà, l'année 2013 s'annonce comme une grande année électorale. Des élections législatives et des élections locales seront en effet organisées à la fin du premier trimestre. J'en passe. En 2013, le chef de l'État dit ceci concernant les locales. Les élections locales et la décentralisation nous ouvriront de nouvelles perspectives. Nous devons toutefois avancer de manière prudente mais résolue. Plus loin, le gouvernement a pris les devants en engageant des concertations avec les partis politiques. Toutes ces déclarations du chef de l'État
depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'elles ont été mises en œuvre? Parce qu'elle est la première autorité, à ce que je sache, dans les démocraties où les dirigeants sont politiquement civilisés, on s'en tient toujours à tout ce qui sort de la bouche de la première autorité. C'est-à-dire que dans les démocraties dirigées par des gens civilisés, comme le français le dit, un homme ne vaut que par sa parole. Est-ce que tout ce que le chef de l'État lui-même, il a déclaré depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, quand il disait dans son adresse à la population togolaise que dès déjà le premier trimestre de l'année 2013, ces élections se feront. Le chef de l'État n'est pas revenu pour dire à la population togolaise qu'il y a eu des problèmes. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ces élections locales qui doivent déboucher sur la décentralisation, parce que quand nous parlons de la démocratie, elle est définie par le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà pourquoi la décentralisation est de mise. Confier aux populations la gestion des affaires de leur localité. Ça n'a pas été le cas. Mais plus grave, son ministre de l'administration territoriale de l'époque, M. Gilbert Bawara, dans la logique de surfer sur la mentalité des responsables politiques de l'opposition, a fait semblant de les convoquer. Et au cours de ces convocations, il était question de l'organisation des élections locales. Mais à la grande surprise, puisqu'à la dernière consultation, M. Bawara a fait savoir aux responsables politiques qu'il valait mieux qu'on partage les délégations. C'est un sujet à polémique. On se souvient bien qu'à l'époque, là aussi, la responsabilité de cette parole ont été un peu rejetées un peu partout. Non, tous ceux qui étaient des responsables politiques qui avaient pris langue, c'était une proposition qui venait de l'ANC. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, en partant du chef de l'État, son premier ministre et les ministres qui se sont prononcés sur les élections locales, pourquoi ces élections n'ont pas eu lieu? Est-ce qu'il faut que chaque fois que l'opposition revienne et pose le problème de l'élection ou bien des élections locales, quand ceux-là même qui sont des premiers responsables promettent au peuple qu'ils dirigent que ceci sera fait? Pourquoi? Mais c'est la grande question. C'est la grande question, très bien. Ibrahim, vous avez suivi tout à l'heure Ildefonse. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses. Il y a eu des promesses, il y a eu des gens en ont fait quand même des sujets de campagne. On en a suivi un peu partout. Aujourd'hui, selon vous, avec votre regard d'observateur, de journaliste, d'éveilleur de conscience, dites, est-ce que selon vous, il y a des obstacles à l'organisation des élections locales au Togo? Non, et je suis très content parce que mon confrère Ildefonse venait de nous rappeler, de nous rafraîchir la mémoire par rapport à certains passages des discours que le président Faure Gnassingbé a eu à prononcer dans ce pays. Vous savez que le discours d'un président de la République est je peux dire que ce sont des paroles qui ont une certaine force. Ce sont des paroles qui amènent la population à comprendre la logique dans laquelle le gouvernement et bien évidemment le chef de l'État évolue. Le chef de l'État a fait la promesse qu'il y aura en tout cas les élections locales, et il a fait la promesse que la question des réformes sera poursuivie. Mais ce que nous ignorons, c'est que nous sommes en face d'un président démocratique. Un président qui a des valeurs démocratiques est un président qui n'est pas autocratique. C'est-à-dire que c'est un président qui, avant d'engager une certaine, avant d'ouvrir un chantier, avant d'engager une certaine action, se réfère aux standards démocratiques. Est-ce que ça se fait par la force? Est-ce qu'on impose cela? Je pense que c'est dans cette même vision que le gouvernement togolais
en parlant en parlant plutôt de l'organisation de ces élections, a d'abord commencé par des consultations. Ces consultations étaient de nature à amener l'adhésion de l'opposition et à aller dans un sens beaucoup plus participatif. C'est-à-dire que le gouvernement ne devait pas organiser ces élections parce qu'il faut l'organiser et mettre en place les structures qui vont organiser ces élections sans le consentement de l'opposition. Étant entendu que au niveau de l'APG, des dispositions de l'APG, c'est bien écrit et c'est bien dit que les réformes se feront de façon consensuelle. Donc ce n'est pas de façon unilatérale que le gouvernement va engager ces réformes. Et comme vous le savez, on dit qu'on ne peut pas obliger un mouton à braire. Quand le mouton ne veut pas braire, vous ne pouvez rien. C'est ce qui m'amène à vous dire qu'il n'y avait pas une volonté de la part de l'opposition. Ils réclamaient l'opposition, certains leaders de l'opposition réclamaient ces élections du bout des lèvres. Parce qu'au moment où... Il y a même une initiative des au moment où il faut aller... Des députés, car a dit qui ont introduit, quand même réintroduit, du moins une partie du projet qui a été rejeté et qui a été proposé par le gouvernement. Nous parlons des élections locales. Une marque de volonté. Je pense qu'on va aller par étapes. Nous parlons des élections locales. Lorsque je disais qu'il n'y avait pas une volonté, c'est que quand il s'est agi de discuter de ces questions des réformes, on n'a pas senti une volonté de l'opposition. Mais moi, en tout cas, comme vous venez de le dire, nous sommes des observateurs. Voilà. Ce qui m'amène, après analyse de cette situation, de ces tergiversements, de ces atermoiements que nous avons constatés, moi je dis que, soit au sein de l'opposition, il y a des gens qui ont été cooptés pour jouer le mauvais rôle, pour faire capoter les choses, ou soit il y a quand même, au niveau de certains leaders politiques, cette manque de volonté d'aller vers les élections locales parce que sachant qu'ils n'ont pas une base électorale conséquente. Je pense que c'est à ce niveau que le problème se situe. Sinon, le pouvoir, moi, à mon avis, unir, ne peut pas avoir peur de ces élections. Si on se réfère aux élections législatives qui sont déroulées en 2013, et élections au cours de laquelle UNIR a raflé presque la moitié, même au-delà même de la moitié, jusqu'à 102. Vous comprenez, 102 députés sur les 91. Vous comprenez que UNIR ne peut pas avoir peur de ces élections. Mais c'est plutôt certaines formations politiques qui se réclament de l'opposition qui ont plutôt peur de ces élections. Et ça, il faut dire tout simplement que certains sont là pour jouer peut-être le mauvais rôle. Et s'ils sont cooptés par le pouvoir, c'est tant mieux. Mais ce que je sais, dans le jeu politique... Dans le jeu politique, il y a toujours de ces coups fourrés que les acteurs politiques nécessaires. Je reste dans la logique des élections, je reste avec vous un peu parce que vous avez signifié tout à l'heure que les paroles d'un chef de l'État ont eu une force donnée. Vous avez souvenance, vous avez également dit que l'APG a préconisé que les réformes soient faites de façon consensuelle. Mais parmi les réformes, il y a également les réformes électorales. Et quand vous vous souvenez un peu des législatives de 2013, vous savez qu'à un moment donné, l'opposition boudait les élections, mais ça a été organisé. Vous revenez au scrutin présidentiel de 2015, vous avez souvenance également que l'opposition boudait l'élection, mais ça a été organisé. Qu'est-ce qui, selon vous, si on prend ces cas d'espèce, empêche le pouvoir aujourd'hui d'aller contre la volonté de l'opposition de voir ces réformes pour organiser les élections locales, selon vous? L'opposition n'avait pas boudé ces élections, mais l'opposition réclamait certaines dispositions avant d'aller à ces élections. Il faut qu'on le précise. Si vous permettez, que ce soit un dialogue entre l'animateur et son invité, juste un point d'éclaircissement. Vous avez souvenance également que en 2013, les dossiers des candidats ont été déposés notamment quelques minutes avant la clôture. Ça dépendait de la volonté de la CENI. Parce que la CENI n'a pas été constituée uniquement que par les membres du gouvernement, les membres issus de la formation politique, c'est-à-dire au pouvoir. La CENI a été l'émanation de toutes les composantes, vous comprenez, politiques de notre pays. Donc c'était une CENI consensuelle et c'est au niveau de la CENI. Et c'est la CENI qui fait, comme on le dit, qui prépare de façon logistique les élections. Et il s'est fait que la CENI est souvent aidée dans sa tâche par l'administration, le ministère de l'administration territoriale des collectivités locales et de la décentralisation. Donc comme il y avait déjà eu
un agenda politique arrêté au niveau national. Les discussions ont été engagées et quand la CENI a senti la nécessité que le moment est venu, quand même, a senti que le moment est venu pour aller à ces élections, la CENI a ouvert, a déclenché le processus. Et l'opposition qui s'accrochait sur certains... il faut quand même avoir le courage de les dire, qui s'accrochait sur certains points qui sont en partie résolus au niveau même de cette CENI qui regroupe toutes les entités politiques. Moi, je me dis qu'il y avait déjà une base aussi solide et cohérente pour pouvoir enclencher le processus et aller à ces élections. La preuve, quand on avait dit que la liste des candidats allait être clôturée, mais ceux qui ne voulaient pas aller sont venus. Ça veut dire qu'ils étaient dans la logique. Ils étaient dans la logique d'aller. S'ils étaient dans la logique de bouder, ils allaient boycotter. Personne n'est pas allé ligoter les gens. On n'est pas mis les gendarmes derrière les gens avant qu'ils ne viennent déposer leur candidature à la CENI. Maintenant, je reviens avec la même question. Si en 2013, on a pu organiser les élections législatives, en 2015, on a organisé le scrutin présidentiel, est-ce que vous trouvez un obstacle à ce que le pouvoir organise, entre griffes, peut-être pas Manu Militari, organise les élections pour contraindre l'opposition à y participer, à y prendre part? Non, il n'y a jamais eu l'organisation d'une élection où on contraint l'opposition à y participer. C'est de grands messieurs et ils savent, en tout cas, selon la démocratie, quand vous participez, c'est la démocratie. Quand vous refusez aussi, c'est la démocratie. Donc, c'est le feu général et dématérialisé. Voilà, donc c'est juste pour dire que tout ce, en tout cas, théâtre que ces acteurs politiques nous offrent dans ce pays n'est que de nature à tromper et à berner la population. Sinon, en fait, moi, je me dis que les acteurs politiques savent ce qu'ils font et c'est de connivence qui posent des actes. Et ces actes, ayant la sincérité de le dire, leur profitent. Leur profitent, très bien. Idelphonse, ce sera peut-être une dernière question autour de ce sujet des réformes. Est-ce qu'aujourd'hui, le Togo peut réellement, tel que Nicolas Berlanga Martinez a dit, relancer les chantiers des réformes politiques et donc la décentralisation? Je ne trouve pas de raison à accepter les déclarations de mon confrère Ibrahim quand il se met dans... Qui n'est pas un acteur politique. Qui n'est pas un acteur politique. Parce que la déclaration, c'est beaucoup plus politique. Les propos. Merci. Les propos de mon ami Ibrahim, qui se met à disculper le pouvoir en place quant à la non-organisation des élections locales. Je crois savoir qu'avant de discourir, à la fin de chaque année et à la veille de la célébration de la fête nationale du Togo, le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, n'a jamais consulté les opposants. Toutes les déclarations du chef de l'État n'engagent que le chef de l'État. Et quand un chef se met à faire des promesses, il faut qu'il réalise ses promesses. Je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on n'avait pas senti l'opposition à l'époque. Mais je crois savoir que gouverner, c'est prévoir. Si le chef de l'État a annoncé depuis 2012 l'organisation des élections locales pour déboucher sur la décentralisation et qu'on constate en 2015 que ces promesses ont été une démagogie, il ne faut pas charger l'opposition parce qu'elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Je crois savoir que la dernière élection locale date de 1987. On a essayé en 2002 de créer des choses qu'on appelle aujourd'hui délégations spéciales. Et parmi ceux qui sont en train de gérer ce machin, il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont des personnes âgées aujourd'hui, qui sont malades. Il y en a qui ne savent même pas là où se donner la tête. Mais je peux vous assurer que... Sans oublier qu'il y en a également qui confondent leur portefeuille
au budget de leur commune. Voilà. Il y a tout un tas de trucs qu'il faut souligner et qu'il faut dénoncer. La Constitution de 1992 avait déjà balisé la voie pour l'organisation des élections locales et pour la décentralisation. Sauf que, en février 1998, une loi portant décentralisation avait été votée. C'est parce qu'on a senti l'envie d'organiser ces élections-là qu'on a voté la loi. Mais comme au Togo, la mauvaise foi du pouvoir en place a toujours joué sur toutes les autres considérations. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était le RPT. On a attendu, en 2007, la loi qui a été votée en février 1998 a été révisée en 2007 et est devenue une loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Mais quand on pose les jalons, quand on donne sa parole, quand on fait des promesses, quand on adopte des lois pour une seule chose et qu'on n'arrive pas à réaliser la chose, il ne faut jamais jeter le tort sur l'autre. Je dis aujourd'hui que la mauvaise foi, la fuite en avant, la démagogie, la malhonnêteté politique et le verrouillage des institutions sont caractéristiques ou sont le leitmotiv de ceux qui dirigent ce pays. Moi, je ne jetterai jamais. Donc, selon vous, il n'y a pas d'obstacle? Il n'y en a pas. C'est le manque de volonté. Et puis, quand vous dites, j'ai souligné tout à l'heure quand vous étiez en train de parler, j'ai souligné tout à l'heure le fait que vous avez dit que UNIR n'a pas peur des élections et que c'est l'opposition qui n'a pas de base électorale. Certaines formations. Vous avez dit certaines formations. Justement, certaines formations. Pas de base. Je crois que si les responsables de UNIR avaient véritablement une base locale, ces élections locales dont nous parlons aujourd'hui, dont l'annonce a été faite depuis 2012, devaient être faites depuis. Et pire encore, le budget qui vient d'être voté, ou bien qui est en train d'être élaboré, ne prend pas en compte, selon certaines indiscrétions, les élections locales. Parce que, non seulement le parti au pouvoir a fait un hold-up électoral pour ce qui concerne la présidentielle passée, parce qu'une élection claire, c'est celle que nous avons vue au Burkina Faso, il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu cette scène piteuse que le président de la CENI du Togo avait offerte, où il a fui se réfugier dans une salle, là il a proclamé des résultats et il revient et dit il y a des erreurs par-ci. Ça n'a pas été le cas au Burkina Faso. Et donc, quand nous mettons tout cela en place et nous le posons par rapport à ce qui se passe encore aujourd'hui dans notre pays où le pouvoir est vomi, il faut avoir le courage de le dire. Le pouvoir. Que le président a été le pouvoir. J'ai entendu. Non, mais écoutez, j'ai entendu les populations de Mango. Je les ai entendues. Mais si le pouvoir togolais a véritablement une base électorale, il faut qu'il organise les élections locales dans les plus brefs délais. Et on verra. Très bien. En tout cas, il faut quand même le rappeler, les uns et les autres, à tous les niveaux, on doute quand même. Selon les invités, la volonté des acteurs, ou soit peut-être la méfiance par rapport à quoi on ne saurait le dire, mais l'important aujourd'hui, l'Union européenne trouve nécessaire que ces élections locales aient lieu pour permettre aux populations de titiller la gestion à partir de la base. Nous restons encore dans notre cher pays, le Togo, puisque nous étions en 2013, en janvier bien sûr, à partir de demain, donc, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 9, c'est la nuit du 9 au 10 janvier 2013 que des incendies ont ravagé le grand marché de Kara. À l'époque, on intervivait
la présidente de l'association d'exploitation des marchés la dénomination m'échappe un tout petit peu à Lomé, les PAM donc, qui a dit que toutes les dispositions étaient prises pour que des incendies ne se produisent pas au niveau du grand marché, donc d'Adaoulato, sauf que la nuit du 11 au 12 janvier 2013, que nous fut notre grande surprise, ce grand marché a succombé aux flammes de ces incendies dits criminels. Aujourd'hui, bientôt 3 ans, c'est-à-dire à partir de demain, Ibrahim, ces incendies restent encore dans le mémoire et on ne sait qui sont les auteurs de ces incendies. Oui, et avant de répondre à cette question, si vous permettez, je voudrais revenir sur 2 petits points. On avait fini avec. Oui, on a fini avec. C'est juste une parenthèse pour dire que lorsque mon confrère Ildefonse disait qu'on n'a pas senti une volonté politique de la part des gouvernants, c'est-à-dire que du parti au pouvoir d'aller à ces élections locales, je dirais qu'il a parfaitement raison. Et c'est pourquoi lorsque je fais mon développement en m'apaisantant sur la responsabilité de l'opposition, c'est juste pour vous dire que sous les tropiques, je pense que Ildefonse perd de vue que nous sommes sous les tropiques et que sous les tropiques, les gouvernants ne font rien de gaieté de cœur. C'est pour cela que les oppositions sous les tropiques sont des oppositions fortes, des oppositions structurées et des oppositions qui savent où elles vont. Quand je dis que l'opposition n'a pas joué franc jeu, c'est pour vous dire que l'opposition togolaise semble être de connivence avec le gouvernement qui, comme il le dit, n'ont pas de volonté politique et aident ce gouvernement à aller dans le sens voulu. Quand je dis que UNIR n'a pas peur de ces élections, moi je me réfère aux résultats sortis des urnes lors des élections de 2013 où UNIR a raflé des sièges. Donc si UNIR sortait de ces élections législatives, UNIR est sorti gagnant, je vois mal ce qui peut encore l'empêcher de remporter, de faire peur dans l'organisation de ces élections. Mais il y a quand même un fait que nous ne perdons pas de vue, et c'est ça qu'il a essayé d'esquiver, mais il faut qu'on le dise clairement. Il y a certaines communes importantes dans notre pays où si on organise des élections, ça serait, ayons le courage de le dire, pas très aisé pour le régime en place. Je prends la commune de Lomé par exemple, je me dis que si on organise les élections locales à l'heure actuelle, il serait très difficile au pouvoir en place de remporter les élections. Ça peut faire peur. Très bien, et ça peut aussi ne pas faire peur, parce que si on a l'opposition dans la poche, l'opposition peut jouer son jeu et on peut parvenir à gagner ces élections. Donc c'est pour revenir à la responsabilité des acteurs politiques de notre pays. C'est ce à quoi je voulais vraiment aboutir. Maintenant, quand je reviens maintenant aux incendies, ce qui a été dit à l'époque de ces incendies, quand il y a eu ces incendies dans notre pays, tout le monde était d'accord. Du moins, les autorités chargées de la sécurité étaient d'accord que ces incendies étaient d'origine criminelle. Et qui parle d'origine criminelle parle d'un complot. Même l'opposition l'avait dit. Parle d'un complot et parle des gens qui ont exécuté à un moment donné ce complot. Maintenant, le temps est passé et depuis ce temps, la justice, au niveau de la justice, on nous dit que les enquêtes étaient bouclées et qu'on devait passer au procès. Et vous savez, il y a actuellement certaines personnes qui sont inculpées pour, en tout cas, complicité pour dans peut-être l'exécution ou bien dans l'affaire de ces incendies. Et ces personnes attendent quand même qu'on organise le procès pour qu'elles puissent aller dire leur part de vérité dans ce qui s'était passé. Si vraiment ces personnes étaient des acteurs, des gens qui ont brûlé nos marchés. Mais ce que nous remarquons actuellement, c'est que cette affaire des incendies semble être sous éteigneur. Je ne sais pas si on joue avec le temps pour que, à un moment donné, la mémoire collective oublie
ces incendies ou c'est au niveau de l'enquête, au niveau de ceux qui devaient organiser ce procès pour que la vérité jaillisse, qu'il y a en tout cas ce silence, ou bien qu'il y a ce retard, ou bien qu'il y a ce manque de volonté de pouvoir aller vers ce procès. Je ne sais pas ce qui bloque pour le moment. C'est toute une confusion. Et il revient maintenant au ministre de la Sécurité de prendre les dispositions pour que au niveau du gouvernement, ministère de la Sécurité. Oui, quand je parle du ministère de la Sécurité, il faudrait que le ministre de la Sécurité soulève cette question au niveau du gouvernement pour que le gouvernement prenne les dispositions. Le ministre de la Justice. Quand je parle du ministre de la Sécurité, parce que ces incendies sont d'origine criminelle. Et quand on parle de la sécurité, c'est le ministre de la Sécurité qui s'occupe de ça. Et donc, quand il va soulever le problème au niveau du gouvernement, il fait une communication autour de ça au niveau du gouvernement. Le gouvernement se saisit de l'affaire et instruit maintenant le ministre de la Justice pour que la procédure soit enclenchée. Donc, c'est ce que j'étais en train d'évoquer. Et donc, et il revient aussi à nous, Togolais, à un moment donné aussi, de savoir aussi comment faire les lobbying qu'il faut pour que notre gouvernement puisse organiser. Donc, quand je parle de lobbying, c'est tout ce qui peut concerner, tout ce qui entre en ligne de compte dans la, disons, dans la manière, non pas dans l'accélération, comment susciter ce débat au plan national pour qu'on aille vers la manifestation de la vérité. C'est ce que nous disons. Donc, quand nous le faisons, nous, à notre niveau, nous pouvons l'évoquer. Il faudrait que la population aussi saisisse ces élus locaux. Les élus locaux aussi vont saisir les députés. Et je pense que quand il y aura toute une série d'actions, je ne parle pas de manifestations, puisque on confond action aux manifestations dans notre pays. Et quand toutes ces séries d'actions seront enclenchées, je pense que ça va amener vers une volonté au niveau de nos dirigeants pour qu'on aille vers la manifestation de la vérité. Je pense que c'est ça qui est indispensable. Il faut qu'on sache qui sont ceux qui ont brûlé les marchés, en tout cas de notre pays, les marchés de Lomé et de Kara, et éventuellement voir leur motivation. C'est aussi important. Voilà. Et d'Alphonse, en tout cas, la nuit du 9 au 10 janvier et la nuit du 11 au 12 janvier 2013, les grands marchés de Kara et Lomé sont tombés au bout des flammes des incendies dits criminels. 3 ans bientôt à partir de demain. Donc, les populations togolaises restent dans une confusion totale parce que finalement, on ne sait plus qui sont les auteurs de ces incendies. On n'a même pas d'idée sur les tenants et les aboutissants des procédures ouvertes. Ben, néanmoins, on se souvient quand même qu'il y a eu des enquêtes sur le plan national. Il y a une enquête qui a été menée par des experts français. Il y a une autre enquête, selon nos informations, qui aurait été menée par des experts israéliens. Et puis, par après, on a suivi tour à tour le procureur de la République dans cette déclaration. Les victimes se sont constituées en association et en 2014, donc l'année dernière, ont exigé l'ouverture d'une enquête internationale et d'un dédommagement. Je voudrais, avant d'aborder ce sujet, m'incliner très pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de ce incendie criminel. Il faut rappeler qu'entre-temps, il y a eu une perte en vies humaines. Il s'agit bien sûr d'Étienne Yakani. Il a été détenu dans le cadre de ces affaires et il lui a laissé la vie. Je crois aujourd'hui que le militant de l'ANC, feu Étienne Yakani, n'est plus la seule victime de cette barbarie que des esprits malveillants ont commis. J'ai entendu l'une des responsables de l'association des victimes, de ces femmes commerçantes victimes, qui disait aujourd'hui que dans leur rang, il y a eu des décès. Il y a actuellement des malades qui sont encore déprimés. Il y a des déprimés et
il y a des femmes qui sont devenues folles. Je crois sincèrement que c'est du cynisme, ce qui s'est passé. Et si 3 ans après, non seulement on n'est pas arrivé à connaître réellement les auteurs et les commanditaires de cet acte crapuleux et lâche, mais aussi qu'on n'a pas eu le courage d'ouvrir un procès en bonne et due forme pour situer les responsabilités, je crois que c'est extrêmement grave et irresponsable de la part de ceux qui dirigent cet État-là. Quand j'en prends au mot le confrère Ibrahim qui parle de ce dossier en disant que peut-être que l'on veut faire oublier dans la mémoire collective ce fait, ou qu'il y a eu manque de volonté de la part de certains, moi je ne serai pas dans cette dynamique-là, mais je dirais 3 ans après, en voyant tout ce spectacle-là, que le coup a été mal ficelé par leurs auteurs. Et si aujourd'hui, on n'arrive pas à situer les responsabilités, je crois que quelque part, il faut s'en prendre à ceux qui dirigent l'État togolais. Dès les premières heures, lorsque le ministre de la Sécurité s'est prêté à un jeu malsain, en organisant une conférence de presse au siège de son département, déjà l'enquête était biaisée et elle devait être reprise parce que nous sommes en présence d'une information judiciaire. Le ministre de la Sécurité n'avait pas mandat de faire ce qu'il a fait le jour-là. Parce que quand vous référez aux dispositions de l'article 18 du Code de procédure pénale, qui stipule: les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République ou le juge chargé du ministère public des crimes et délits dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, et c'est là où c'était très, très intéressant, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés. Les objets saisis sont mis à sa disposition. Le ministre de la Sécurité s'est substitué au procureur de la République et a fait ce jeu-là. Non, je ne pense pas, M. Ildefonse, parce que... Jusqu'à-là, j'ai la parole. Non, vous avez la parole, mais il faudrait que nous vous rappelions que ici, il s'agissait d'une démarche politique. Non. Parce que, il s'agissait d'une démarche politique parce que il y a eu des incendies dans des marchés dans notre pays. Et le ministre en charge de la sécurité devait communiquer autour de ces incendies et éventuellement parler de l'orientation qui est prise au niveau de l'enquête. Il ne devait pas se taire parce qu'il allait laisser les populations dans la confusion totale. Non, vous parlez d'enquête. Effectivement. Le ministre, c'est moi qui ai la parole. Le ministre avait fait savoir qu'il y a eu un déclenchement du processus d'enquête. Non. Donc, ce qui voudrait dire que les Togolais devaient savoir quand même qu'on a enclenché l'enquête autour de cette affaire. La sortie du ministre était normale. Il fallait quand même informer les citoyens que quand il y a eu incendie, il y a eu quand même des enquêtes qui sont en cours. Très bien, on vous a C'était fondamental. Voilà, maintenant je vous il ne s'était pas substitué au procureur de la République. En ce sens que lorsqu'il parlait, il n'a pas brandi les procès-verbaux des enquêtes. Il parlait de façon globale de l'enquête qui est enclenchée. Et je pense que c'est responsable de sa part parce que les Togolais avaient besoin de ces informations. Bien, merci beaucoup. Allez-y, Ildefonse. On ne va plus se rentrer dedans. On va aller pas à pas. Chacun prendra la parole. Entre lui et moi, on ne peut jamais se rentrer dedans. Mais seulement, il commet une erreur. L'ouverture d'une information était déjà enclenchée quand on a commencé par mettre la main sur les premières personnes.
le code de procédure pénale, dont je viens de faire la lecture d'une disposition, l'article 18, ne donne pas ce privilège au ministre de la Sécurité de faire ce qu'il a fait le jour-là. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas le procureur de la République et il n'est pas le juge chargé de l'enquête. C'est pourquoi je lui disais tout à l'heure, est-ce qu'il a pu prononcer le mot enquête? Parce que c'était une ouverture judiciaire qui a débuté. Le ministre a exhibé le corps du délit. Il a exhibé un bidon bleu qui contenait de l'essence. Pendant que l'enquête était en cours, mais plus grave, lorsque nous avons suivi la conférence du ministre de la Sécurité, et au terme de cela, le ministre nous a conviés à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie nationale, mais le comble c'était que l'enquête était encore en cours quand on a exhibé les premières personnes arrêtées. Mais au cours d'une enquête judiciaire, ça ne se fait pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu mettre la main sur un certain Mohamed Loum, à qui, celui-là qui a été arrêté, qui avait des menottes, à qui on a permis de communiquer à tout le monde entier, pendant que c'était une information judiciaire qui était en cours. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai, aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est vrai, au cours de la semaine, puisque c'est à partir de demain normalement, c'est juste un avant-goût. Mais aujourd'hui, ce qui est un peu bizarre dans cette affaire, c'est que le procès tarde à venir. Pourquoi le procès tarde à venir? C'est la grande question. Parce que le coup a été mal ficelé. Et ceux qu'on avait arrêtés au prime abord, parce que l'on avait pensé que si on faisait tout cela en vrac, n'étaient pas réellement les auteurs. Aujourd'hui, ce qui me fait mal... À votre avis? Oui, à mon avis. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est que non seulement le procès tarde à venir, mais des jeunes compatriotes croupissent encore en prison. Pourquoi? Parce que l'on a voulu que ça soit comme ça. Sinon, lorsqu'il y a eu une ouverture d'une enquête judiciaire, cette enquête-là se fait à charge et à décharge. Très bien, on n'a plus beaucoup de temps, on a moins de 3 minutes maintenant. Ibrahim, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez pourquoi ce procès tarde à venir? Parce qu'il a dit tout à l'heure, on avait parlé d'Étienne Yakanou qui a laissé agir, on a parlé des femmes qui, selon nos informations, aujourd'hui ne sont plus en état, hein, tant psychologiquement que financièrement même. Il y en a qui sont déjà partis, qui ont tiré leur révérence. Pourquoi ce procès tarde à venir, selon vous? Nous ne saurons le dire, tant puisque nous ne faisons pas partie de la cellule. En tant qu'analyste, nous dirons tout simplement que pour qu'on aille au procès, il faut prendre le temps de boucler l'enquête. Et ça fait 3 ans à partir de demain. De l'organiser et surtout s'assurer que tous les acteurs qui sont impliqués, qui sont concernés par ce dossier, répondront au moment opportun pour donner leur part de vérité, pour que le dossier soit en tout cas bien renseigné et que les Togolais sachent la vérité par rapport à ces incendies. Et vous savez que ces incendies, quoi qu'on le dise, ça a été des incendies criminels que nous tous nous avons condamnés, en ce sens que personne ne dira qu'il était à l'abri de ce qui s'est passé là-bas. Nous avons des parents, nous avons des sœurs, nous avons en tout cas des compatriotes, si nous nous considérons comme des frères au Togo, des frères et sœurs. C'est en tout cas l'idéal vers lequel nous allons. Et on ne doit pas quand même se réjouir de ce qui s'est passé. Donc là, c'est ce qui m'amène à dire que ce procès, quand même, il faut qu'on l'organise, qu'on sache vraiment ceux qui ont brûlé nos marchés. Et en dehors de ça aussi, il faudrait qu'au niveau de la justice, qu'on puisse organiser, en tout cas comme il se doit, ce procès, que ce ne soit pas
des spectacles désolants qu'on nous offre au cours de ce procès, mais que le procureur puisse amener les acteurs qui sont véritablement impliqués dans cette affaire pour que la vérité vraiment puisse jaillir, puisse triompher. Et ceux qui mettent en tout cas cette affaire des incendies dans un engrenage politique, moi je me dis que pour le moment, laissons la justice faire son travail. Ne parlons pas de politique pour le moment. Il revient à la justice et à la justice seule de nous situer par rapport à ce dossier. Très bien. Un dernier mot, Alphonse? Je crois que... Est-ce que les Togolais ont droit à la vérité sur cette affaire? Mais nécessairement. Absolument. Parce que ce qui s'est passé là, les gens ont laissé leur vie. Et quand les premiers responsables de ce pays jouent avec la vie des Togolais, c'est extrêmement grave. Je ne comprends pas pourquoi, après 3 ans, qu'on n'ait pas eu le courage d'ouvrir un procès pour situer les responsabilités. Et donc, vous avez parlé aujourd'hui, vous avez soulevé à l'entame de ce sujet un point qui est très capital. On ne peut pas comprendre pourquoi, la veille même de l'incendie du marché d'Adaoulato, que la directrice de l'EPAM dise que toutes les dispositions ont été prises et qu'au cours même de l'ouverture de cette enquête, qu'elle ne soit pas entendue. Que les agents de sécurité qui étaient là disparaissent dans la nature jusqu'à aujourd'hui. Qu'on retrouve certaines marchandises dans le commissariat d'à côté. Tout un tas de trucs que nous avons vus. Mais il faut que les premiers responsables de cet État-là prennent les responsabilités. Parce que ce qui se passe dans notre cher pays, le Togo, loin d'égayer ceux qui aujourd'hui font partie de cette minorité, fait souffrir la grande majorité. Ce n'est pas bon. Vous avez compris, très chers téléspectateurs, auditeurs et internautes, c'est ainsi que prend fin nos échanges ce matin autour du plateau de votre émission Grand Jury. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui êtes fidèles à cette émission. Merci également pour votre accompagnement, votre fidélité. Merci pour la disponibilité de nos invités. Nous avons reçu pour vous ce matin Idelphonse Apaki, directeur sur le plan national ici de l'agence Togovision. Également Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau, avec qui nous avons débattu donc du sujet des élections locales dans notre pays. Donc nous avons posé la problématique et nous avons également parlé des incendies des marchés de Lomé et Kara. À partir de demain, on comptera 3 ans, jour pour jour, où ces incendies ont ravagé ces 2 grands marchés. Mais sauf qu'on ne connaît pas encore les auteurs. On a mis d'idées sur les tenants ni sur les aboutissants de cette affaire. Et les Togolais, à un haut niveau, estiment que chacun a droit à la vérité. Et donc il faut aller au procès. En tout cas, ça c'est notre point de vue. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Restez fidèles à nos programmes. Nous vous retrouvons très prochainement. Bonne journée. Au revoir.